Cigarettes, pastis, aspirine, café, gros rouge, calmants font partie de notre vie quotidienne. En revanche, un simple joint de cannabis peut vous conduire en prison ou chez un psychiatre. Des dizaines de documents officiels ont démontré que le cannabis n'engendre aucune dépendance physique, contrairement aux drogues dites dures, telles que l'héroïne, mais aussi au tabac ou à l'alcool, et n'a aucun effet nocif comparable. Le contenu de ces documents n'a jamais été porté à la connaissance du public français. On a préféré laisser la grande presse mener des campagnes d'intoxication fondées sur des mensonges ineptes. Dans de nombreux pays déjà, États-Unis, Californie, Oregon, Alaska, Pays-Bas, Canada, la législation sur le cannabis a été considérablement adoucie. En France, on continue d'entretenir la confusion entre drogue dure et drogue douce, gros trafiquants, petits intermédiaires et simples usagers. Or, des milliers et des milliers de personnes fument du cannabis aujourd'hui en France. Dans les journaux, les lycées, les facultés, les bureaux, les usines, les ministères, les casernes, les concerts, les congrès politiques, chez elles, dans la rue, tout le monde le sait. C'est pour lever ce silence hypocrite que nous déclarons publiquement avoir déjà fumé du cannabis en diverses occasions et avoir, éventuellement, l'intention de récidiver. Nous considérons comme inadmissible toute forme de répression individuelle soumise à l'arbitraire policier et entendons soutenir activement tous ceux qui en seraient victimes. Appel du 18 juin 1976 dans Libération. Le cannabis, cette substance connue de tous aujourd'hui et qui, dans le domaine de la santé, passe son temps entre médicaments préconisés et produits illégaux, a une histoire sociale qui commence pour la France au XIXe siècle. Pour vous éclairer sur ce sujet, je me suis alors plongé dans les travaux d'Erwan Pointeau-Lagadec. Docteur en histoire et chercheur associé au Centre d'histoire du XIXe siècle de Paris 1 et spécialiste de l'histoire des stupéfiants, il est l'auteur des sources principales utilisées pour cet épisode. Les 3 notices sur l'interdiction du cannabis dans Dicopolis, le dictionnaire politique d'histoire de la santé. Alors pour comprendre les controverses entre légalité du cannabis et santé publique, et parce que notre santé a une histoire, je m'entretiens avec Erwan Pointeau-Lagadec. Je suis Salwan Benris et vous écoutez un nouvel épisode du podcast La piqûre de rappel, le podcast de La misère Dicopolis. est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nous sommes en guerre. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Je suis pas du tout autiste. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Mon docteur, vous avez mis un peu de LSD dans de l'eau, hein? Vous êtes fou, mon petit. L'histoire des réglementations de la consommation du cannabis en France commence au tout début du XIXe siècle. Remontons donc le temps jusqu'à l'époque napoléonienne, et plus précisément lors de la campagne d'Égypte. Le 9 octobre 1800, ou 17 Vendémiaire en 9, le premier ordre d'interdiction est pris au nom de la santé de la Grande Armée et de la population locale. Mais en creusant un peu, on trouve vite une autre dimension à cet ordre, une dimension politique. Erwan Pointeau-Lagadec nous explique. Peut-être la première chose à dire, c'est qu'on a relativement peu de sources, de documents sur cet ordre d'interdiction. Ce qu'on sait, c'est que les Français arrivent en Égypte en 1798. On n'a à peu près aucun témoignage de consommation. On en a peut-être un ou deux de consommation de soldats. On a plusieurs observateurs français qui évoquent la consommation populaire endémique chez les Égyptiens. Et on a donc le 17 Vendémiaire en 9, donc le 9 octobre 1800, un ordre du jour du général Menou qui interdit la consommation du hashish. L'interdiction, elle vise deux publics. Elle vise d'un côté les soldats français, l'état-major français souhaitant éviter que l'armée ne se démobilise dans un contexte assez difficile pour elle d'hostilité de la part des Égyptiens. Et puis elle vise également les Égyptiens, le petit peuple égyptien, on va dire, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire les travailleurs, les petits fonctionnaires, enseignants, juristes, les boutiquiers, etc., qui sont le gros des consommateurs de hashish en Égypte. Donc la mesure, elle a
souvent été présentée, et à tort, alors là je suis justement en train d'écrire un article dessus, que j'ai pas encore eu le temps de terminer, mais elle a souvent été présentée comme une mesure d'abord sanitaire, c'est-à-dire visant à éviter une épidémie de consommation. Mais en fait, on voit bien que c'est plus compliqué. On voit que le but central de l'état-major, il est double. Il est effectivement d'éviter que l'armée pense à autre chose, en perde dans entre guillemets les plaisirs de l'Orient. Mais ça vise aussi à rassurer les élites sunnites qui, de très longue date, sont hostiles à la consommation du hashish pour des raisons religieuses et morales, on va dire. On a un interdit, l'interdit de l'ivresse, l'interdit coranique de l'ivresse qui, selon certaines interprétations, touche également le hashish, touche la consommation d'alcool, mais il touche également le hashish. Et donc, en fait, derrière cet ordre du jour et donc cette interdiction, on a la volonté de l'état-major français, de l'armée, de maintenir un bon rapport avec la population égyptienne, c'est-à-dire pour éviter que les soldats ne commettent des crimes ou ne commettent un certain nombre de délits sous hashish, mais également avec les élites égyptiennes. Donc le but final ou le but non avoué, c'est le maintien de l'ordre colonial. C'est quelque chose qui dépasse largement la question sanitaire, c'est quelque chose qu'on appellerait plutôt, c'est plutôt une implication politique que sanitaire. Sauf erreur de ma part, on n'a aucune idée des réactions que ça peut provoquer ni chez les soldats ni chez la population, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a presque aucun document qui évoque cette question-là de la consommation du hashish d'une manière générale à l'époque. On n'a pas d'enquête, etc. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est un point de détail dans quelque chose de beaucoup plus un événement beaucoup plus dramatique et vaste qui est la campagne d'Égypte, assez rapidement le départ des Français de l'Égypte. Donc finalement, l'interdiction s'éteint d'elle-même à partir du moment où les Français quittent l'Égypte. Et donc, je pense qu'un certain nombre de soldats ont pu en ramener et le faire goûter à leurs camarades en métropole. Quoi qu'il arrive, même si ça a été le cas, c'est resté un phénomène tout à fait marginal. Et c'est pas du tout là qu'on a eu une explosion, ni même le début d'une augmentation de la consommation du hashish dans l'Hexagone. C'est plutôt au travers des scientifiques, donc l'armée d'Égypte, l'armée d'Orient part avec une centaine, un peu plus, 130 scientifiques, dont un certain nombre de naturalistes, des pharmaciens, des naturalistes, des médecins bien sûr. Et c'est plutôt par ce biais-là que le hashish va connaître un certain succès en France, avec par exemple le pharmacien de l'expédition, donc Rouillet, qui ramène des extraits de hashish et qui étudie la plante à son retour en France. On a le linguiste Antoine-Isaac Sylvestre de Sacy qui va s'intéresser plutôt à la dimension culturelle de la consommation du hashish. Donc c'est lui qui va populariser le mythe de la secte des assassins. C'est lui qui va aussi inventer, je ne sais pas s'il popularise ou s'il invente carrément l'étymologie de assassin hashishin, donc les assassins qui viendraient du fait que la secte des assassins qui viendrait de leur consommation de hashish et donc qui aurait donné par la suite le mot de assassin. Cette étymologie a été prouvée fausse, mais c'est plutôt par ce biais-là, donc plutôt par un biais scientifique, voire littéraire, que le hashish va connaître une certaine fortune en France au retour de l'expédition d'Égypte. Toujours au XIXe siècle, dans son œuvre, Théophile Gautier évoque un groupe de personnes issues de la bourgeoisie parisienne qui ont pour objectif l'expérimentation du hashish dans différents domaines. Le Club des Hashichins, nouvelle de Théophile Gautier parue dans la Revue des Deux Mondes du 1er février 1846. Le docteur était debout près d'un buffet sur lequel se trouvait un plateau chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal et posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme. Ses yeux étincelaient, ses pommettes se pourpraient de rougeur, les veines de ses tempes se dessinaient en saillies, ses narines dilatées aspiraient l'air avec force. « Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis, me dit-il en tendant la dose qui me revenait. Chacun ayant mangé sa part, l'on servit du café à la manière arabe, c'est-à-dire avec le marc et son sucre. Avant cette révélation, on vous aurait dit qu'il existait à Paris en 1845, à cette époque d'agiotage et de chemin de fer, un ordre des hashichins dont M. de Hammer n'a pas écrit l'histoire, vous ne l'auriez pas cru, et cependant, rien n'eût été plus vrai, selon l'habitude des choses invraisemblables. Le salon est une énorme pièce aux lambris sculptés et dorés,
Au plafond peint, aux frises ornées de satyres poursuivant des nymphes dans les roseaux, à la vaste cheminée de marbre de couleur, aux rideaux de brocatelle où respire le luxe des temps écoulés. Des meubles de tapisserie, canapés, fauteuils et bergères, d'une largeur à permettre aux jupes des duchesses et des marquises de s'étaler à l'aise, reçurent les hachichins dans leurs bras moelleux et toujours ouverts. Une chauffeuse, à l'angle de la cheminée, me faisait des avances. Je m'y établis et m'abandonnai sans résistance aux effets de la drogue fantastique. Ce club voit le jour en 1845 et se nomme le Club des Hachichins. Le club des hachichins, alors peut-être première précision, en fait, le terme de club recouvre mal la réalité de ce qui a pu se passer à l'époque, parce que le club, c'est d'abord un cercle élitiste, masculin, élitaire, disons plutôt, qui a une vocation politique ou alors qui peut avoir plutôt une vocation d'entre-soi. En fait, ce qu'on appelle le club des hachichins, c'est plutôt une succession de soirées entre amis, disons, qui vont réunir des artistes, des médecins et puis un certain nombre de membres de la bourgeoisie parisienne dans un lieu précis qui est l'hôtel Pimodan, donc qui se situe sur l'île Saint-Louis à Paris, chez un peintre, le Fernand Boissard de Boisdanier, qui est un ami de Théophile Gautier. Et au cours de ces soirées, qui vont durer grosso modo de 1945 à 1949, parfois, mais pas tout le temps, va être consommé du hashish sous forme de confiture ou de pâte, ce qu'on appelle le dawamesque. Les participants l'expérimentant pour des motifs ludiques, simplement pour essayer. Et du côté des médecins, notamment de Tours, il y a l'idée d'avoir, à travers, si vous voulez, cette expérimentation ludique, lui, il a des cobayes pour vérifier une hypothèse qu'il a émise quelques années plus tôt, qui est l'identité du rêve, de la folie et de l'ivresse cannabique. On a donc une double entrée à la fois sanitaire et ludique, ou médicale et ludique plutôt, c'est-à-dire que Moreau de Tours, lui, cherche à vérifier son hypothèse médicale pour ensuite potentiellement utiliser le hashish dans un cadre thérapeutique. Et puis on a des artistes, des écrivains, donc Théophile Gautier, Baudelaire, on a aussi un certain nombre de peintres, des musiciens, mais qui, eux, dans une veine romantique, ont plutôt un désir d'exploration de soi, d'exploration de leur intimité, d'exploration de leur psychisme, et puis peut-être des choses plus simples que certaines personnes aujourd'hui encore peuvent avoir comme objectif, mais c'est-à-dire simplement essayer, imiter les pairs, etc., etc. Donc une curiosité peut-être anthropologique qui va faire qu'un certain nombre de gens se tournent vers le hashish à ce moment-là. Et donc on a d'autres soirées de la sorte à la même époque, hein, c'est pas exceptionnel. Ce qui va rendre le club de hachichin exceptionnel, c'est qu'il va être mis en mots, donc mis en scène, par Théophile Gautier dans une nouvelle qui est publiée dans la Revue des Deux Mondes en 1846 et qui va donner à ces soirées le nom de club des hachichins. Historiquement, on n'a pas d'autres cas comme ça de mise en scène d'une micro-société qui va ponctuellement expérimenter le hashish pour des motifs médicaux et ludiques. Par contre, on sait que du hashish a été consommé à la même époque, à peu près dans les années fin 1830-1840. On a pas mal de témoignages sur ces années-là, un peu moins par la suite. Donc ça veut dire que probablement il y a eu une espèce de mode du hashish dans un certain milieu, donc qu'on appellerait la bohème en fait, hein, qui est à la jonction de la bourgeoisie un peu déclassée, du monde artistique et des bas-fonds. Voilà, donc on va avoir là l'expérimentation du hashish dans un cadre, finalement un cadre qui n'est pas radicalement différent de ce qui existe aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la soirée, après le repas ou pendant le repas, souvent accompagné d'alcool. Faisons maintenant un petit bond dans le temps. Nous voilà en 1916, le cannabis est devenu quasi inexistant dans la société française et les dernières productions scientifiques sur ce sujet remontent aux années 1870. Le savoir médical sur le cannabis finit donc par tomber dans l'oubli. Cependant, on le retrouve listé parmi les substances interdites de la loi du 12 juillet. Je me demande donc alors pourquoi, peut-être un lien avec une consommation de la part des soldats sur le front. Erwan Pointeau-Lagadec m'apporte de nombreux éléments de réponse. Le pionnier de l'histoire des drogues en France, qui s'appelle Jean-Jacques Ivorel et qui a parlé d'une longue éclipse du hashish sur le dernier tiers du 19e siècle. En fait, les savoirs médicaux
qui avait été accumulé justement depuis la campagne d'Égypte jusqu'aux années 1870. Le cannabis ayant été utilisé par un certain nombre de médecins, donc notamment dans les années 1840 pour traiter les épidémies de peste, de choléra, etc., etc., ou par Moreau de Tours, par les aliénistes, hein, les ancêtres des psychiatres. Tous ces savoirs médicaux vont un peu tomber dans l'oubli, en fait. Je crois que la dernière thèse de médecine qui traite du cannabis comme thérapeutique, c'est 1877. Et en fait, après, les clichés et les imaginaires déformés vont reprendre le dessus par rapport à la connaissance. On arrive à l'orée de la Première Guerre mondiale. Il y a un comité anti-alcoolique du Sénat qui souhaite légiférer sur la consommation d'alcool, qui va rapidement intégrer à ses travaux la consommation d'autres psychotropes, donc qui vont devenir en fait les drogues, hein, ce qu'on appelle nous aujourd'hui les drogues. D'abord l'opium et la cocaïne et la morphine. Et en fait, en 1913, on a un certain docteur Pouchet qui, dans une des réunions préparatoires justement pour cette loi d'encadrement de la consommation des drogues qui est en préparation, qui rajoute le hashish et ses préparations. Et l'intitulé de la loi va, à partir de ce moment-là, ne plus jamais modifier le texte. Et donc, le hashish et ses préparations seront rajoutées, seront intégrées à la liste des stupéfiants, dont la consommation sera interdite en société. Donc, l'usage reste possible, mais à la maison, dans son coin, disons. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, c'est compliqué pour une première raison, qui est une raison historiographique. Ça a été très peu travaillé, cette question en particulier. Ce qui semble expliquer ça, c'est justement un certain nombre de préjugés qui sont liés à l'oubli des connaissances médicales, scientifiques accumulées au cours du 19e siècle, qui font que dans l'imaginaire collectif, le hashish, ça reste associé à cette fameuse bohème ou alors à ces artistes maudits, si vous voulez. On pense à Baudelaire, on peut penser à Rimbaud, même s'ils n'ont pas vraiment été des consommateurs, mais Baudelaire, à travers bien évidemment les paradis artificiels, qui a décrit la consommation de drogue, qui a décrit l'ivresse que pouvait procurer le hashish. Ça, plus une décision, enfin disons un acte individuel qui a été ce docteur Pouchet, dont j'aimerais bien comprendre pourquoi à ce moment-là, dans cette réunion, il vient pour rajouter le hashish et cette préparation, mais il n'y a pas vraiment c'était pas du tout une drogue sur laquelle le législateur travaillait et qu'elle souhaitait encadrer, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que la consommation de hashish était totalement inexistante. Donc autant la question de l'alcool, voilà, le Pinard des poilus, qui est un ouvrage, je crois, de Thierry Figlio, voilà, qui a bien montré, puis bon, c'est quelque chose d'assez connu, hein, la question de la consommation d'alcool dans les tranchées, à la fois les problématiques que ça pouvait poser, mais aussi la dimension culturelle de la consommation du vin qui faisait partie du plateau repas des poilus, disons, hein, classique. Le hashish, pas du tout. Donc, 1970, un nouveau texte est produit concernant les réglementations sur la consommation du cannabis. Produit seulement 2 ans après les événements de mai 68 et toutes les idéologies qu'ils ont fait naître, je me pose une nouvelle fois la question de savoir si c'est véritablement dans un but sanitaire et médical que cette loi est prise ou plutôt dans le but de réinstaurer une forme d'ordre dans cette nouvelle société post-mai 68. Erwan Pointeau-Lagadec m'éclaire sur ce moment de l'histoire et m'apporte une nouvelle réponse à ma question. Alors, la loi de 1970, elle crée en fait un double statut du consommateur, c'est-à-dire qu'il est à la fois délinquant, puisqu'il mérite d'être puni, et malade, et donc il a le droit d'être soigné. Donc c'est un double statut à la fois bâtard et absurde, puisqu'il place une dissonance cognitive pour le consommateur qui ne sait pas comment il doit être traité, et le juge non plus a une double possibilité de traitement, mesure préconisée. Donc c'est ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. Donc le juge a la possibilité, lorsqu'une personne lui est déférée pour consommation de drogue, soit de lui appliquer une peine judiciaire pénale classique, c'est-à-dire amende ou prison, même si dans les faits la prison, notamment pour les consommateurs de cannabis qui représentent 80 à 90% des personnes interpellées pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Donc eux ne partent pas en prison. En tout cas, c'est exceptionnel et en tout cas, ça l'est de moins en moins, ça n'existe plus aujourd'hui. L'autre possibilité pour le juge, c'est donc de mettre le consommateur sous la main de l'autorité judiciaire et donc de l'obliger à se soigner. Donc, ça va être des cures de désintoxication, ça peut être par l'utilisation de produits de sevrage, ça peut être par le placement dans des unités spécialisées, etc., etc. Donc, on revient donc à
ce traitement de la question des drogues à la fois sous l'angle sanitaire et sous l'angle politique. Donc effectivement, la loi, elle est votée dans un certain contexte. C'est le contexte, vous l'avez rappelé, de mai 68, donc la révolution juvénile, révolution des mœurs, qui connaît donc son paroxysme en France en 68. Disons qu'il y a une thèse dominante. Alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça a été étudié notamment par des juristes, mais peu par des historiens, des juristes ou des politistes d'ailleurs. Et donc là, je suis en train de travailler avec une sociologue de l'OFDT sur cette question-là, la question des archives parlementaires, la question de la fabrique de la loi quasiment au jour le jour. Il y a une vraie intention sanitaire des parlementaires, il ne faut pas la négliger. Il y a une véritable peur. Alors le Parlement, c'est un Parlement masculin de droite et on va dire que la majorité de ceux qui vont fabriquer la loi ont entre 60 et 70 ans. Mais il y a une véritable peur d'une contagion de la consommation des drogues au sein de la jeunesse. Le problème, c'est que aucune des personnes qui l'interrogent n'est capable de leur fournir les bons chiffres, ou disons les mêmes chiffres concernant la consommation de drogue. De quelle drogue d'ailleurs? Est-ce que le hashish est une drogue douce? Donc la question elle est déjà posée à l'époque. Est-ce qu'on prend uniquement les cocaïnomanes, les héroïnomanes? Est-ce qu'on y intègre aussi les alcooliques? Bref, toutes les questions en fait qu'on retrouve aujourd'hui sont déjà posées. Mais il y a une vraie intention sanitaire. Il existe la balayer d'un revers de main. Maintenant, il y a aussi une dimension politique, une dimension idéologique profonde qui est de mettre un coup d'arrêt à ce que Alain Peyrefitte, donc qui est l'un des acteurs, des architectes de cette loi, appelle à l'époque la société permissive. Donc c'est justement cette société qui permet une sexualité libre, qui permet un certain relâchement dans la manière de s'habiller, la manière de parler, qui permet aussi éventuellement le fait de modifier son état de conscience à l'aide de substances chimiques. Et donc, il y a cette dimension logique politique très très forte. C'est pour ça que la loi, elle est souvent, le vote de la loi est souvent qualifié de panique morale. En tout cas, on considère qu'il y a une panique morale des parlementaires et des élites politiques vis-à-vis de la jeunesse. Et donc, en interdisant le cannabis, on pourrait caricaturer en disant qu'on a des soixantenaires bourgeois et conservateurs, très majoritairement masculins, qui ont décidé de pénaliser une pratique qui est propre à une jeunesse, qui est globalement contestataire et en voie d'émancipation. Pour terminer cet épisode et avant de conclure, retour au XXIe siècle. On a récemment vu la question de la légalité du cannabis médical revenir au devant du débat, notamment par l'entrée dans ce marché du groupe Pfizer, très connu aujourd'hui pour son vaccin, mais aussi par le nouveau gouvernement allemand et sa législation sur le sujet. Je demande donc à Erwan Pointeau-Lagadec si ce genre de pratique entraîne une dépénalisation totale du cannabis médical. Je pense qu'on est en train d'assister à l'écroulement de l'édifice prohibitionniste qui s'est patiemment mis en place depuis, au pire, le début du XXe siècle avec les premières conférences internationales sur les drogues, plus probablement à partir des années, fin des années 60 avec la guerre à la drogue de Richard Nixon. En fait, petit à petit, tous les éléments qui fondent ce régime prohibitionniste sont en train de tomber. Le premier étant que au sein même de l'acteur principal qui vraiment assure l'hégémonie de ce régime, c'est-à-dire les États-Unis, on a un certain nombre d'États qui petit à petit légalisent, dépénalisent. C'est pareil dans un certain nombre d'autres endroits dans le monde. On a l'Uruguay, le Canada, en Europe, on a la Hollande, on a le Portugal, récemment Malte. Vous avez évoqué l'Allemagne. Et donc oui, on est clairement en train de voir que petit à petit, partout, le cannabis est en train de devenir, sinon légal, du moins pas illégal. Donc, ce qui va être intéressant, c'est peut-être plutôt de voir sous quelle forme, en fait, le nouveau statut juridique du cannabis va se mettre en place. Est-ce que ça va être effectivement uniquement un cannabis thérapeutique ou est-ce que ça va être un cannabis également pour des motifs ludiques sous contrôle d'État? Est-ce que ça va être une libéralisation totale du marché sans aucun frein, etc., etc. Donc, probablement qu'on va en arriver à une légalisation ou alors une dépénalisation. Mais la vraie question, en tout cas pour la France, c'est sous quelle forme ça va se faire. Cet épisode est donc maintenant terminé. Je remercie encore une fois Erwan Pointeau-Lagadec pour avoir mis en lumière ce sujet. Je remercie également l'équipe à l'origine de ce podcast. Un grand merci aussi à vous pour nous avoir suivis.
N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, à vous rendre sur le site de Dicopolis pour consulter les notices dédiées à l'interdiction du cannabis, mais aussi pour découvrir les autres épisodes de la piqûre de rappel. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien manquer de l'actualité du dictionnaire ou du podcast. À bientôt.